Je vais vous dire, au Gabon, on en a un peu assez d'entendre parler des Bongo Valentin. Lui, c'est Théophane Zamzé-Biogé. À 33 ans, il est le porte-parole de la présidence gabonaise. Pour Brut, il revient sur quelques sujets brûlants de l'actualité au Gabon, notamment la suspension des réseaux sociaux. Ce n'est pas une façon de punir les Gabonaises et les Gabonais. Nous sommes très sensibles au fait que beaucoup de nos compatriotes tirent des revenus de l'exploitation des réseaux sociaux. Qui va assumer les pertes de ces gens-là qui avaient leur business à travers ces réseaux sociaux-là sur cette période de suspension? Je vous le redis, l'État prend ses responsabilités. Il répond également aux accusations de dérive dictatoriale du régime. Un régime dictatorial enferme ses opposants. Alain-Claude Bilibizé a le loisir de faire le tour de tous les plateaux et de tous les médias nationaux et internationaux, de rentrer dans son pays sans être inquiété, en nous expliquant qu'il a fait son chemin de Damas. Théophane Zamzé-Biogé, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on aborde une question qui est essentielle pour les Gabonais, pour la population gabonaise, notamment le pouvoir d'achat. Okay. Et je me rappelle d'une intervention que vous aviez faite il y a quelques années en disant une phrase très simple, que la préoccupation du Gabonais de base, c'est de savoir comment est-ce qu'il va finir son mois avec le dernier carton de poulet qu'il avait dans son réfrigérateur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui est résolue pour les Gabonais ? Tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui sur le terrain économique vise purement et simplement cet objectif-là. C'est la base pour que les gens y croient justement et pour que les gens continuent d'y croire. Mais ça se fait comment? Ça se fait par une révolution du tissu économique national. Il faut créer plus de valeur, il faut transformer notre économie, il faut la diversifier davantage, il faut lui permettre aussi de se projeter dans un espace régional qui constitue pour nous un marché et donc résoudre les questions essentielles du manger et du vivre pour nos compatriotes passe par la transformation économique. Pour créer plus de valeur, créer plus d'emplois. C'est par l'emploi que l'on permet aux gens de se nourrir, de se soigner, de scolariser leurs enfants. Donc il y a une dynamique générale qui doit nous permettre d'atteindre justement cet objectif et de régler la question du vivre et du manger pour les Gabonaises et les Gabonais. Quelle est la réponse que vous apportez à ces jeunes qui demandent des résultats concrets et rapide? Je vous l'ai dit, les résultats concrets prennent du temps parce que nous partons de très loin. Nous partons de trop loin. Les résultats concrets en termes d'emploi, il y a un cap qui a été fixé parce que ce qu'il faut comprendre, et ce n'est pas sans lien avec ce que nous vivons aujourd'hui, vous parlez des revendications dans le secteur éducatif, et ce n'est pas le seul, il faut que l'on fasse bien comprendre que l'emploi ne peut plus être réglé seulement au niveau de la fonction publique. Il y a des réserves importantes qui ont été constituées, raison pour laquelle la question de la régularisation des situations administratives est aujourd'hui au devant de la scène. Mais la fonction publique ne pourra pas tout régler. Il faudra permettre aux Gabonais qui ont du talent, qui pour certains ont fait des études qui devraient pouvoir leur permettre de se projeter avec optimisme pour pouvoir contribuer à l'œuvre d'édification et de construction qui est aujourd'hui mise en œuvre à la tête du pays. Il faut ouvrir des chantiers, parce que le pays a été mis en chantier, c'est justement ça la dynamique, et il faut ouvrir des chantiers sur tous les plans, de manière à pouvoir créer des emplois dans tous les secteurs, non seulement dans des secteurs de souveraineté, mais aussi permettre aux gens de créer leurs propres emplois. L'entrepreneuriat, nous avons au Gabon pas un problème en termes de création d'entreprises, pour venir sur cette question-là, mais un problème au niveau de l'espérance de vie de ces entreprises. On a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des jeunes, et beaucoup parmi ces jeunes entreprennent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi leur priver subitement de ces réseaux sociaux? Je pense qu'en toute chose, notamment autour de ce genre de débat, il faut savoir calmer le jeu. Il faut savoir dépassionner les choses. La première chose que je vous dirais, c'est qu'en prenant cette décision, les autorités gabonaises, et plus précisément la haute autorité de la communication, n'a pas agi sous le coup de l'émotion. Resituer les choses, c'est affirmer que cela est l'aboutissement d'une réflexion vieille de plusieurs semaines, comme j'ai pu le dire à certains de vos confrères ici à Paris, vieille même de plusieurs mois. Il y a des faits qui sont aujourd'hui établis. Le fait, entre autres, par exemple, que ces plateformes numériques qui constituent une sorte d'extension de l'espace public et donc de l'espace de débat, eh bien ces plateformes sont parfois régies par des algorithmes qui favorisent des contenus qui suscitent chez les consommateurs des réactions telles que, ou du moins des sentiments tels que la colère, la peur et l'indignation, parce que ces contenus-là sont viralisés 2 fois plus que les contenus qui ne génèrent pas les mêmes émotions. Donc c'est un indicateur sérieux de ce qu'il va falloir peut-être à un moment donné regarder ce qui se joue, ce qui est en jeu sur ces plateformes-là pour réguler. La mission de l'État
c'est de protéger sa population. Justement, vous l'avez évoqué, ce n'est pas un cas spécifique au Gabon, ça concerne beaucoup de pays et finalement la décision que vous prenez, c'est de priver votre population de cet outil-là qui est aussi un moyen de communication, d'ailleurs même un exemple de liberté d'expression. C'est d'interpeller l'opinion nationale, mais c'est d'interpeller aussi nos partenaires qui sont ces plateformes numériques, d'interpeller sur la nécessité de poser le débat et d'aller au-delà du débat dans l'action, une action de régulation et de modération des contenus parfois illicites et parfois dangereux pour notre vivre ensemble. Ce n'est pas une façon de punir les Gabonaises et les Gabonais. Nous sommes très sensibles au fait que beaucoup de nos compatriotes tirent des revenus de l'exploitation des réseaux sociaux. Ouais. C'est pour ça que cette mesure est temporaire et que j'ai foi à titre personnel que très rapidement nous pourrons voir le bout du tunnel à condition que l'on pose bien le débat et que l'on en tire des conclusions qui puissent profiter à notre vivre ensemble et à notre intérêt à faire en sorte que nos compatriotes consomment des produits qui ne soient pas de nature à favoriser la division, la haine et la prolifération de tous les contenus qui vont dans ce sens. Vous ne craignez pas, vous en tant que jeune d'ailleurs, je le répète pour la 3e fois dans cette interview, que justement votre message, votre tournée médiatique et tout ce que vous faites aujourd'hui ne soit pas entendu par une population majoritairement jeune qui est principalement axé sur l'information sur les réseaux sociaux? Peut-être parce que nous croyons dans le potentiel de Brut. Mais si on n'est pas diffusé au Gabon, mais ça reste difficile si on n'a pas accès à TikTok, Instagram, Facebook. Par exemple, nous, Brut, on diffuse sur ces plateformes-là. Comment aujourd'hui ce message, cette interview sera présenté ou accessible aux populations gabonaises? C'est une suspension. Ouais. Je le redis. C'est une suspension, les mots ont un sens. Ce n'est pas définitif, c'est une suspension, le temps de faire primer justement sur cette sorte de dictature de l'urgence et de l'émotion, de faire primer cet intérêt supérieur que nous avons à mieux réguler pour l'intérêt de tous. Alors on entend beaucoup de choses autour de ça. Au Gabon, il n'y a pas d'échéance politique en vue. Généralement, ce à quoi on a été habitué par le passé, c'est qu'on coupait l'accès aux réseaux sociaux et à Internet à l'approche des périodes électorales ou au cœur des périodes électorales. Nous n'avons aucune échéance électorale en vue au Gabon. La motivation pour nous, ce n'est pas de pousser un agenda politique à travers cette suspension, c'est de pousser un intérêt général et qui est un intérêt social pour nos populations. Ces jeunes, justement, qui tiennent leur business ou en tout cas leur entreprise à travers les réseaux sociaux. Je le disais, il y a beaucoup de gens qui font du e-commerce maintenant, le marketing digital, les médias aussi gabonais qui sont principalement sur les réseaux sociaux. Qui va assumer les pertes de ces gens-là qui avaient leur business à travers ces réseaux sociaux-là sur cette période de suspension? Je vous le redis, et je vois que la question vous intéresse beaucoup, mais je vous le redis, l'État prend ses responsabilités. Ouais. La première responsabilité de l'État, c'est de protéger par une meilleure régulation. Nous voulons protéger notre population. C'est une mission qui est celle de l'État, et l'État entend assumer pleinement cette mission-là. Et nous demandons simplement un peu de patience à nos compatriotes. Cette mesure n'est pas dirigée contre eux. Cette mesure est le résultat de discussions qui ont par ailleurs été engagées avec les plateformes numériques, comme cela a pu être indiqué à l'un de vos confrères par le président de la Haute Autorité de la Communication. Nous demandons un peu de patience, le temps de clarifier des choses et de permettre à tout le monde d'avoir une lecture beaucoup plus claire des usages que nous avons de ces outils, qui sont ô combien essentiels à l'activité de tout le monde. Très bien, on va passer à une deuxième partie de cette interview que j'ai eu l'occasion et la chance de préparer avec une de mes collègues, Sarah Nedjar, qui avait interviewé en novembre 2025 M. Noureddine Bongo Valentin sur Brut. Et ce dernier, justement, racontait les conditions de son arrestation, qu'il qualifie d'arbitraire. On l'aurait engouffré dans une voiture sans lui dire où est-ce qu'il allait. Quelle réponse apportez-vous à... Vous voulez que je réponde aux propos de M. Noureddine Bongo Valentin? M. Noureddine Bongo Valentin dit ce qu'il veut. M. Noureddine Bongo Valentin ainsi que sa mère ont été arrêtés à la suite du coup de libération du 30 août 2023 avec derrière des motifs assez graves, des chefs d'inculpation assez graves. On parle de détournement de deniers publics, on parle de falsification de la signature du président de la République. Ce sont des faits assez graves qui intéressent la sécurité d'une nation. Il y a eu un procès qui s'est ouvert à Libreville. Procès avant lequel M. Noureddine Bongo Valentin et sa mère ont été autorisés à quitter le territoire national dans le cadre d'une procédure
pénal consacré, constatation de ce que leur état de santé d'alors était incompatible avec les conditions de la détention, contre-expertisé par le médecin, un médecin de l'hôpital militaire à Libreville, et donc ils ont été autorisés, après requête de leurs avocats, à quitter le territoire pour se soigner et puis ensuite revenir pour faire face aux accusations qui étaient portées contre eux et donc se défendre devant la justice gabonaise. Ils ont fait le choix de ne pas se présenter à ce procès, ils ont été jugés par contumace, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. À partir de ce moment, la présidence de la République, dont je porte la parole ici, n'a plus vocation à interpréter quoi que ce soit. La justice s'est prononcée et donc la justice doit poursuivre son œuvre pour parvenir à l'exécution concrète des peines. Nous n'avons pas, nous, à aller plus avant que la justice. Nous n'avons pas, nous, à développer davantage. Il est responsable de ses propos. Je note par ailleurs, à titre complémentaire, que s'il y a eu des faits de cette nature, ils ont toute la latitude de saisir aussi la justice. Je note aussi, enfin, que d'autres personnes, comme M. Lacruche Alianga, que vous avez reçu ici, par exemple, a lui aussi saisi la justice pour des faits de torture. De torture. Et donc, cette fois-ci, c'est la justice française qui a été saisie. On espère simplement qu'après avoir snobé la justice gabonaise, on ne snobera pas en plus la justice française en refusant de se présenter au procès. Les accusations dont vous parlez, il les dément, notamment ces images qui ont circulé de lui devant des malles de billets. Il affirme que cet argent lui était étranger et qu'on l'avait posé devant lui en l'obligeant à prendre ses photos devant... Ce sont des affirmations, mais je vais vous dire, au-delà de tout ceci, qui pour nous relève du détail et de la compétence de la justice, je vais vous dire, au Gabon, on en a un peu assez d'entendre parler des Bongo Valentin. On en a un peu assez parce qu'on a un pays à construire. On a des choses sur lesquelles, nombreuses, sur lesquelles on peut être challengé et sur lesquelles ou autour desquelles on peut nourrir le débat public. On en a assez. Il faut peut-être constater que M. Bongo Valentin et sa mère sont peut-être nostalgiques d'une certaine époque où ils avaient la latitude de dicter le tempo sur lequel se réglait donc la vie de la nation. Ce temps est révolu, c'est terminé, c'est derrière nous ça. Au Gabon, on se concentre sur autre chose. Il y a tellement de sujets, tellement de défis pour que la présidence de la République, à travers ma voix, vienne ici encore ergoter, spéculer sur ce qu'aurait dit M. Bongo Valentin. Des juridictions françaises sont disponibles, les juridictions gabonaises le sont tout autant. Que chacun assume ses propos devant ces juridictions. Si je peux me permettre une question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a convaincu à rejoindre ou à travailler pour le régime de M. Oligui Nguema ? Écoutez, je pense que ce qui m'a le plus convaincu, c'est qu'en posant les actes qu'il a posés, ce que le président a fait, c'est élargir le champ des possibles pour beaucoup de Gabonais qui justement n'y croyaient plus. Il a élargi le champ des possibles et il a ouvert des fenêtres. Il a laissé la possibilité, ou du moins il a organisé les conditions d'un rassemblement large, le rassemblement le plus large possible, pour permettre à toutes les compétences, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur profil, quelles que soient leurs origines, de contribuer à l'œuvre d'édification de la nation. Et nous avons là un dirigeant qui, très vite, a donné des signes de ce qu'il aime profondément ce pays, qu'il aime profondément son pays. Voilà ce qui m'a convaincu chez Brice Clotaire Oligui Nguema et qui sans doute en a convaincu des milliers d'autres. Des milliers d'autres, sauf l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé qui était assis ici à votre place et a justement eu des propos à l'endroit de ce gouvernement qu'il a taxé de gouvernement dictatorial, tout simplement et très, très clairement. Il a dit aussi avoir reçu des menaces directement de la part du président Brice Clotaire Oligui Nguema et d'y craindre aussi pour sa vie. Que répondez-vous à cela ? Vous voyez, je souris un peu. Sur la question des menaces, il faut sourire justement. Je vous faisais un peu l'historique de ce qu'on a fait depuis la période de la transition. Sur le terrain des menaces, il y a des faits. Ces propos lui appartiennent, il les assume. Mais il y a des faits à côté de cela. Alain-Claude Billy-Binzé a pris part à l'investiture du président de la transition en septembre 2023. Alain-Claude Billy-Binzé a plus d'une fois été associé à la réflexion perpétuelle sur la marche de la nation. Il a d'ailleurs été reçu en audience par le président de la République pour partager ses vues sur la marche de la nation. C'est plutôt drôle que
de venir dire, par des affirmations gratuites et non vérifiées sans en apporter la preuve, que ce président qui associe tout le monde, ce président qui consulte tout le monde, serait en même temps le même qui menacerait les gens. Il faut qu'on soit sérieux et il faut qu'on soit conséquent. Un régime dictatorial enferme ses opposants. Alain-Claude Bilibizet a le loisir de faire le tour de tous les plateaux et de tous les médias nationaux et internationaux, de rentrer dans son pays sans être inquiété, en nous expliquant qu'il a fait son chemin de Damas, comme il le dit. Mais il faut croire qu'il n'est pas le seul à connaître le chemin qui mène à Damas. D'autres aussi l'ont fait. Alain-Claude Bilibizet, c'est quelqu'un qui vous dit que le régime n'a pas changé parce que le président de la République travaille avec des gens qui incarnaient déjà l'ancien régime. Alors, ça veut donc dire que ces compatriotes-là, on les juge sur leur passé. Et donc, lorsqu'il s'agirait de M. Alain-Claude Bilibizet, il faudrait s'abstenir de juger, de considérer le passé. Ce n'est pas très conséquent. Ce n'est pas très conséquent. Et je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On ne peut pas fonder une dynamique d'opposition simplement sur de la petite phrase. Il faut s'intéresser aux faits. Et les faits sont ceux que je vous ai présentés. Le président de la République consulte, et il consulte tout le monde. Il associe tout le monde, du moins tous ceux qui le souhaitent. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation ou l'état actuel du Gabon ? Je dirais simplement que le Gabon est en pleine transformation. C'est une volonté que le Gabon a eue depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui a pris cette problématique à cœur et qui ne ménage aucun effort pour que de l'intention, on passe à la concrétisation pour créer davantage de valeurs, davantage d'emplois et davantage de ressources pour notre pays. Donc transformation sur tous les plans, transformation dans le rapport qu'on a aussi à nos us et coutumes, à notre culture, avec une affirmation d'une fierté nationale restaurée. Donc restauration de ce que nous sommes, de la fierté de ce que nous sommes, pour mieux nous projeter vers l'avenir et mieux conquérir les objectifs que nous définissons dans le cadre des politiques publiques qui sont sectorielles, mais aussi en termes de politique générale. Fierté nationale, restauration, c'est des mots qui sont revenus dans vos propos. Vous, en tant que porte-parole de la présidence gabonaise et l'État gabonais aussi, est-ce que vous avez vraiment conscience de l'espoir que ce régime représente pour la jeunesse gabonaise, pour la population gabonaise ? Bien sûr, le 30 août 2023, qui est donc la date du coup de libération, telle qu'on l'appelle au Gabon, menée donc en tête de file par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République élu depuis lors, eh bien le président de la République, ce qu'il a fait, c'est lever la chape de plomb qui pesait sur la nation. Et donc lorsque vous faites ça, vous suscitez toute une foule d'espoirs et d'espérances légitimes et profondes qui, par ailleurs, peuvent nourrir certaines impatiences. Nous répondons à cela en disant que tout va bien se passer parce que les autorités actuelles ne ménagent aucun effort pour restaurer et réparer, redresser ce pays. Nous demandons simplement un peu de patience parce que pour bien faire les choses, il faut prendre le temps de bien les faire, justement. Pensez-vous pas justement que cette population gabonaise a peut-être trop attendu du fait des anciens régimes, notamment le régime Bongo qui a duré des décennies? Est-ce que cette impatience n'est pas justifiée, justement? Bien sûr, nous sommes en plein dans la reconnaissance et l'affirmation de la légitimité de cette impatience. Mais vous dites que les Gabonais ont attendu pendant très longtemps. En fait, pour paraphraser un peu quelqu'un, mais en restaurant un peu, en rectifiant plutôt un défaut de conjugaison, les Gabonais, avant le 30 août 2023, n'y croyaient plus, n'en pouvaient plus et n'en voulaient plus. Ce que le président de la République notamment, a fait, c'est l'ancien Premier ministre à 100%. Ce que le président de la République a fait, c'est de leur dire qu'il leur était encore possible de prendre la main ou de reprendre la main sur leur destin. Mais maintenant, une fois qu'on a fait ça, l'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte qu'ils continuent de croire, justement. Et ça passe par la mise en œuvre des politiques publiques et de la politique générale à la tête du pays. Le dernier mot, ce sera une question pour moi. Est-ce qu'on pourra très bientôt rediffuser au Gabon ? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que et vous et tous les autres pourront très rapidement rediffuser. Ouais. Je pense que, bon, évidemment, il faut comprendre l'indignation de nos compatriotes qui n'ont peut-être pas tous les contours, mais je pense que, comme je l'ai dit, comme je l'ai sous-entendu dès le début, il faut élargir le contexte et considérer un certain nombre de facteurs qui justifient cette suspension, mais nous rassurons nos compatriotes, cette mesure n'est pas dirigée contre eux. Nous comprenons l'indignation, mais derrière l'indignation, il y a des nécessités.
et il y a des nécessités face auxquelles l'État doit tenir pour que nous puissions revenir sur ces plateformes-là dans un cadre beaucoup plus régulé, beaucoup moins toxique, non seulement pour les individus, mais de manière plus globale, beaucoup moins toxique pour notre vivre ensemble. Merci beaucoup Stéphane, merci d'avoir pris le temps de venir sur Brut et de répondre à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous.